Bien, bonjour à tous. Merci de m'honorer de votre présence, déjà d'une part, parce que je suis en vacances. Donc je suis ravi, l'occasion de parler de ce que j'aime, de vous retrouver, et puis d'échanger, de partager. Alors une petite question comme ça, je voulais savoir ceux qui connaissaient aussi bien Radio Ici Maintenant qu'Immédiat. Et si vous pouvez lever la main, que je vois un petit peu si on sait. D'accord. L'un ou l'autre, levez la main, voilà. D'accord. Alors je refais une petite synthèse au regard de ce que a dit Émilie. Donc la radio Ici Maintenant, 1980, François Mitterrand ouvre les radios libres, qui étaient radios pirates auparavant. Donc toutes les radios que l'on connaît aujourd'hui se sont ouvertes à cet endroit-là, à ce moment-là. La radio Ici Maintenant a gardé ce côté anarchiste, libertaire. Les auditeurs pouvaient intervenir, parler de ce qu'ils voulaient, sans avoir à être filtrés au préalable. Ce qui faisait que cette antenne était très riche, sans compter que son fondateur, Didier Deplège, a été celui qui, en France, a permis au bouddhisme tibétain d'émerger, et notamment donc de donner dans cette radio, ne serait-ce qu'à travers le nom de la radio, Ici et Maintenant, cette connotation propre à l'Orient avec la méditation, sur cette importance de ce moment présent que l'on retrouve aussi bien en alchimie, avec la langue des oiseaux, ou... Bref, cette connotation-là a coloré la radio et a permis de traiter tous les sujets divers et variés, aussi bien économiques, politiques, sociétales. On avait beaucoup d'antennes libres, on avait l'occasion d'avoir une émission pour traiter le phénomène ufologique. Tous les jours, j'animais une quotidienne qui s'appelait Santé et Spiritualité, où j'accueillais un thérapeute, aussi bien dans le domaine, on va dire, classique, que dans le domaine, ce qu'on pourrait appeler des pratiques parallèles, dites complémentaires aussi. Voilà. Donc tous ces gens-là, tous les jours, j'avais cette chance-là de pouvoir m'instruire sur ce que nous sommes à différents niveaux, physiques, spirituels, émotionnels, mental, etc. Et puis j'avais notamment une émission qui, le vendredi soir, s'intitulait Énergie positive, où je recevais des auteurs pour parler de tout et de rien, aussi bien de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la spiritualité, de l'éveil, de l'économie, de Notre-Dame de l'Apocalypse avec Pierre Jovanovic, si on veut parler des apparitions mariales. Bref, c'était très varié. Donc tout ça pour dire que lorsque je suis parti de la radio, j'avais un projet qui ne s'est pas réalisé. Et puis, on va peut-être en parler à un moment donné sur la notion de libre arbitre. La vie m'a amené à créer ce média qui est sur Internet, qui est un média donc aussi libre que je peux le souhaiter, avec une ligne éditoriale bien spécifique. Immédiat qui fait référence bien entendu à cet ici et maintenant, et en même temps d'avoir une ligne éditoriale qui, avec ma compagne, nous ont permis de pouvoir toucher du doigt peut-être le plus possible ce qui, moi, me caractérisait, à savoir faire des ponts entre ceux qui étaient à fond dans la matière, l'économie, la politique, etc., qui ne s'intéressaient qu'à ces sujets-là, et leur montrer qu'on pouvait voir les choses sous un autre angle, mais pour ça, il fallait s'intéresser au domaine spirituel. Qu'est-ce que la conscience? Que sommes-nous? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et puis pour ceux qui étaient à fond dans le spirituel, très perchés, voulant du magnifique, du formidable, du l'ésotérisme, du mysticisme, de dire que oui, c'est très bien de rêver d'être là-haut dans les nuages, mais il y a aussi la matière. Et la matière, il ne faut pas la délaisser, parce qu'on est quand même incarné dans la carne, dans la chair, et c'est ici maintenant que ça se passe. Donc il ne faut pas délaisser cette partie-là qui nous compose. Et de permettre à ceux donc, qui étaient à fond dans le spirituel de s'intéresser à la matière, parce que, bien entendu, dans notre monde, selon si on est dans un extrême ou un autre, le but du jeu serait de trouver un certain équilibre entre ciel et terre, si je puis dire. Donc, Immédiat se voudrait un média qui permette de développer cette connaissance de soi et de pouvoir la retransposer dans la matière. Voilà donc pour ce qui est de ce média. Je pense dans ce cas-là avoir fait le tour concernant le média, l'association. Alors, qu'est-ce que je pourrais juste dire, peut-être une petite parenthèse, c'est que aujourd'hui, Immédiat a un tout petit peu plus de 2 ans d'existence. Comme je vous l'ai dit, hein, ouais, et la Salamandre 2014.
Donc ce média, comme je vous le disais, je ne souhaitais pas vraiment le faire, mais autour de moi, des amis m'ont donné les moyens matériels, l'énergie pour que j'impulse certaines choses, parce que je pense qu'on est tous raccords ici dans cette salle pour changer nos habitudes. C'est dur. On est assez réfractaire au changement, à ce qu'on ne connaît pas, et surtout à ce qui nous amène à être responsables, adultes, parce qu'on a beau avoir un certain âge, et qu'importe l'âge, pour ce qui est de changer, de grandir, de devenir mature, ça demande de l'effort. Et c'est ce qui s'appelle ce fameux travail sur soi, et d'accepter de grandir. Des fois, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc voilà, j'ai freiné des cas de fer, et puis un ami m'a fait le site internet, un autre m'a formé au montage vidéo, et puis ma compagne, un autre ami m'ont porté, m'ont poussé, et je ne voulais pas. Et puis voilà, donc petit à petit, au bout d'un moment, les choses se sont mises en place. Ce média est là. Je ne me verse pas encore de salaire aujourd'hui. Je donne c'est une petite importance à mon sens, cet élément-là, parce que je souhaitais faire en sorte que ce média, immédiat, puisse être un média gratuit. Et aujourd'hui, les radios, ici maintenant notamment pour moi, c'est une radio qui est en train de mourir. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je développerai peut-être, en fonction de peut-être des questions posées, je ne reviendrai pas dessus. Mais aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Et je voulais faire en sorte que sur Internet, les gens puissent avoir accès à une information de qualité, de retransposer ce que je faisais à la radio via ce média Internet. Et pour ça, ces interviews que j'effectue avec Immédiat, c'est des émissions qui durent plusieurs heures. Et c'est là où, pour moi, on va au fond des choses. Maintenant, pour une petite parenthèse, sachez que la moyenne de visionnage sur une vidéo que vous regardez sur Internet, c'est 10 minutes. Parce que notre société de consommation, où tout est dans l'immédiateté, mais pas forcément dans le bon sens, fait en sorte que nous sommes devenus consommateurs et qu'il faut vite zapper. C'est comme ça que les choses changent. De susciter l'intérêt pour un oui, pour un non, mais toujours en surface. Or, ce qui m'intéresse dans cette société aujourd'hui où les fake news sont potentiellement montrées du doigt, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux aujourd'hui? C'est extrêmement difficile de se faire, avec un esprit critique, un avis sur tel ou tel sujet, et qu'importe le sujet. Cela demande du temps. Et pour développer un esprit critique, du discernement, il n'y a pas photo, quoi. Il faut aller en profondeur. Donc, faire des interviews qui durent plusieurs heures, pour moi, c'était une condition sine qua non. Faire en sorte qu'elles soient, de surcroît, ouvertes au plus grand public sur Internet. Et il a fallu que je trouve des moyens dits alternatifs pour ramener de l'argent. Alors, les donations, même si aujourd'hui, Immédiat a un peu plus de 20 000 abonnés, en 2 ans et demi, ce qui est pas mal, c'est relativement important. Le travail de qualité est reconnu, ça, dans ce sens-là, je le vois. Les vidéos, d'une manière générale, les commentaires sont bien plébiscités. Maintenant, à la différence des Américains ou des Anglo-Saxons, qui, dès le moment où ils voient quelque chose qu'ils aiment, ils n'hésitent pas à donner. En France ou en Europe, avec ces esprits judéo-chrétiens, on estime que tout doit être gratuit, surtout quand il s'agit de bien-être, de connaissance de soi, ça doit être gratuit. Donc, malgré les 20 et quelques mille abonnés, il n'y a que peut-être 100 donateurs, une centaine de donateurs, ce qui est très peu. Donc j'ai beau dans les vidéos inviter les gens, s'ils apprécient les contenus, à ne pas hésiter à faire une donation, peut-être même mensuelle. 20 000 abonnés à 1 euro par mois, vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 20 000 euros par mois. J'entends pas tant le fait de me verser un salaire, déjà si bientôt je vais pouvoir m'en verser un, ça sera super, un petit. Mais derrière, on peut bouger, voyager, aller en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Suisse, dans tous les pays. Et il y a des gens extraordinaires partout, il y a des livres extraordinaires partout. Seulement, si jamais vous faites l'interview de quelqu'un qui ne parle pas votre langue, il faut un traducteur. Le traducteur, il faut le payer, etc. Donc c'est un milieu où il y a beaucoup d'entraide. On parle de cet avenir où on va pouvoir être dans un partage, un échange. Mais pour l'instant, dans la société dans laquelle on vit, l'argent est encore un moyen d'échange et de partage. Et dans le milieu, entre guillemets, de connaissance de soi ou de spiritualité, l'argent est montré du doigt. Quand on a trop d'argent, c'est pas bien. L'argent, ça salit. L'argent, c'est très au pouvoir. Ça corrompt, ce genre de choses. Donc il y a plein de clichés, d'images comme ça, qui fait que l'avenir médiatique, et pour moi c'est vraiment important de le dire, se fait sur Internet. En dehors
d'immédiat. Si jamais vous appréciez des intervenants sur Internet, des chaînes que vous appréciez, n'hésitez pas à donner, même si ce n'est pas grand-chose. Parce que cette goutte que vous allez donner, elle se joindra à d'autres gouttes, et ça peut faire des rivières, effectivement. Et ça aide des gens qui, comme moi, sont désireux de faire partager un contenu de qualité avec des gens de qualité qui puissent vous enrichir. Et si aujourd'hui on a du mal justement à être dans ce discernement, où est-ce que vous portez votre attention, donc votre énergie, donc votre amour, et comment vous aider à faire en sorte de faire fructifier ces gens qui sont autour de vous, qui font un travail remarquable. Et ce n'est pas uniquement dans le domaine médiatique, ça peut être justement l'association de Marc et Émilie, ça peut être quelqu'un qui fait de la permaculture, de l'éco-construction. J'imagine, vu la région dans laquelle vous êtes, que pour tout ce qui a trait à l'éco-sociétalisme, il y a plein de choses à faire. Et demain se construit aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas, à mon sens, à soutenir les gens que vous appréciez, qu'importe leur activité. Et ce que vous allez donner vous reviendra peut-être sous un autre biais. Voilà pour cette parenthèse qui, à mon sens, est vraiment important. Voilà. Parfait. Merci Laurent. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors Laurent, je vais te poser quelques petites questions. Si l'on part du postulat que je est un autre selon la grande découverte du poète. Tu me l'as refait là. Si l'on part du postulat que je est un autre selon la grande découverte du poète, la quête spirituelle de la connaissance de soi n'est-elle alors pas faussée dès le départ, puisqu'il s'agit en définitive de découvrir qui est cet autre qui se prend pour moi? Ou bien en même temps, ne serait-ce pas justement la voie gralique à suivre de la véritable initiation? Répète la dernière question. Je crois. Déjà, si vous avez compris la question, ça sera pas mal. Alors imaginez, moi qui dois donner la réponse. Bon, c'est bien, au moins il y a de l'humour. Merci Marc. Alors on la refait. Je vous la refais. Ouais, parce que attention, c'est profond là. Alors, si l'on part, les amis, du postulat que je est un autre, comme disait Rimbaud, c'est une grande découverte, véritablement. La quête spirituelle de la connaissance de soi, celle qui nous anime tous, n'est-elle alors pas faussée dès le départ, puisqu'il s'agit en définitive de découvrir qui est cet autre qui se prend pour moi? Ou bien en même temps, vous avez tous compris de qui... Ne serait-ce pas justement la voie gralique à suivre de la véritable initiation? Granique. Gralique. Gravique. Gralique. Du Graal. Ah, gralique. Gralique. Merci. Pardon. Ok. Alors, pour répondre à cette question, je vais... Déjà, on va partir d'un postulat. Il n'y a pas de bonne réponse. Et tout existe et son contraire, à mon sens, et en même temps. Ça, il m'a fallu du temps pour saisir ça et en comprendre la valeur intrinsèque. La vie, pour moi, l'extérieur, le monde, tel que nous le connaissons, la planète Terre, plate ou pas, ça pourrait être une autre question, ou creuse, c'est la forme que revêt nos pensées d'une manière collective. L'univers a un principe directeur, nous sommes à l'image de ce principe directeur, et la planète Terre, elle est peut-être, je dis bien peut-être, à l'aune de ce que nous pensons tous qu'elle est individuellement. On sait aujourd'hui que la matière n'existe déjà à la base qu'en tant que vibration, et qu'elle se matérialise réellement en tant que particule dès le moment où on l'observe. Donc ça laisse son genre sur ce qu'est ne serait-ce que déjà cette réalité. Maintenant, d'un point de vue individuel, sans parler de ce collectif, puisque collectivement, on est parti du consensus que la Terre peut-être est ronde, que voilà, cette chaise existe, etc. Maintenant, d'une manière individuelle. Quel regard je pose sur la vie? Alors pour moi, j'aime bien faire cette distinction entre le diabole et le symbole. On peut voir peut-être cette vie que nous avons devant nos yeux sous ces deux aspects.
et ça simultanément, j'allais dire. Alors, le diable, c'est ce qui divise, c'est ce qui sépare. Hein. On dit que le diable voilà, se cache dans les détails, divisé pour mieux régner, etc. Et c'est à travers cette vision du diable où je me sens, moi, séparé de l'autre. L'autre est différent de moi. D'accord? Donc, vision du symbole. Je fragmente, je sépare. L'autre n'est pas moi. Ou alors, je peux avoir une vision symbolique. Le symbole, c'est ce qui réunit, c'est ce qui fait sens en même temps. L'autre est une autre version, vision de moi-même. Et quand je dis ça, c'est aussi tout simplement cet espace dans lequel nous sommes, où il y a des formes, des chaises, une estrade, cette tente, et l'agencement de ces derniers, c'est de l'agencement d'ondes de forme. Vous avez peut-être entendu parler du Feng Shui. Le Feng Shui, cet art japonais, c'est l'art d'agencer ces ondes de forme. Une pyramide émet certaines vibrations. Un carré, notamment un parallélépipède, une sphère, bref, tous ces volumes, selon l'agencement qu'on va leur donner, vont faire qu'on le ressent positivement, dit négativement, ça va nous gêner ou pas, bref. C'est par ça qu'il y a des lieux dans lesquels vous allez où vous vous sentez très très bien, et puis d'autres peut-être pas aussi bien que ça. Donc, lorsque nous avons cet extérieur, avec cette vision symbolique, c'est peut-être de saisir que finalement cet extérieur ne fait que parler de moi. D'ailleurs, lorsque vous êtes chez vous, dans votre intérieur, cet intérieur, ce chez vous, vous parle de vous et de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous allez faire le ménage de printemps, par exemple, ou d'automne, eh bien, ce n'est pas uniquement dans votre appartement, dans votre intérieur que vous allez faire le ménage. C'est aussi dans votre intérieur, dans votre espace intérieur. Faire le ménage à l'extérieur, c'est faire le ménage à l'intérieur. Et à travers cette vision symbolique, peut-être, petit à petit, on comprend que toutes les interactions que je peux avoir avec l'extérieur ne fait que parler de moi. Mais moi, qui est ce moi? Ce fameux je. On se prend peut-être pour ce que nous ne sommes pas. Cette histoire qu'on se raconte, Laurent en l'occurrence, et vous à travers vos prénoms, c'est des personnages, peut-être, que nous avons décidé d'incarner juste pour le jeu. Alors JE ou JEU, pour s'amuser, pour le plaisir. Et l'être humain est joueur. Et notamment, l'être humain adore les drames. Parce que entre un film d'action où il y a un héros, il y a un bandit, un méchant, etc., c'est quand même peut-être ce que vous avez tendance à retenir de la vie, plutôt que quelque chose, un long fleuve tranquille, une belle histoire, mais bon, il ne se passe rien, c'est plat. On aime ce qui aurait tendance des fois à bouger, et c'est au même titre que lorsque vous partez en vacances. Vous partez en vacances. Imaginons, vous partez à travers un club de vacances. Le but du club, quand on part en vacances, c'est de faire en sorte de baliser au maximum vos vacances et faire en sorte que vous n'aurez pas de surprise. Il y a l'agenda, il y a le calendrier, tout est bien nickel, vous ne manquerez pas de faim, vous n'aurez pas à faire vos courses, vous allez visiter tel site, tel site, tel site, tel site. Bon. Au final, vous allez prendre des photos. Est-ce que vous aurez réellement profité du voyage? Je ne sais pas. Mais auquel cas, vous partez justement dans ce cadre-là et que vous paumez ou qu'on vous paume vos valises à l'aéroport ou qu'on vous les vole, etc., lorsque vous allez rentrer de votre voyage, la seule chose réellement qui vous aura marqué, c'est les emmerdes. C'est pas ah, c'était magnifique, c'était super, la piscine, non. C'est ce qui ne va pas, c'est le grain de sable que vous allez retenir. Donc l'être humain est un joueur. L'être humain aime bien se mettre des défis. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, avec les jeux vidéo, on va vous permettre de vivre via, je ne sais pas, imaginons un monde d'heroic fantasy, vous allez être un mage, un guerrier, un chevalier, que sais-je. Et aujourd'hui, ça marche beaucoup, il n'y a qu'à voir au cinéma. Et le cinéma, c'est une manière de vivre intérieurement certaines choses que je vois sur l'écran. Je vis par procuration des émotions. Et c'est ça qui est génial avec le cinéma. Et c'est pour ça que la magie de l'image nous fait vivre certaines choses, sauf qu'on ait, entre guillemets, vraiment besoin de les vivre. Donc, en tant qu'être humain, voilà, nous sommes amenés, peut-être, à travers cette vision symbolique, à comprendre que tout ce qui se passe à l'extérieur, ces fameuses synchronicités, les synchronicités, on parle de synchronicité comme étant un événement qui sort du lot,
où on voit là un signe, quelque chose qui nous parle. Mais imaginez maintenant que les synchronicités, c'est tout le temps, à chaque instant, non-stop. Parce que vous portez ce regard sur la vie où vous pensez, savez, ressentez que tout cet extérieur ne fait que parler de vous. D'ailleurs, ce que vous allez manger en nourriture parle de vous. Vos relations parlent de vous. Tout ce que vous allez faire, vos activités diverses et variées, là où vous allez partir en vacances, est-ce que vous êtes amateur de télévision, d'économie, de politique, je ne sais pas. Tous ces différents éléments-là ne font que parler de vous et de ce que vous êtes. Alors, je pourrais par exemple mentionner Franck Lobvé, entre autres, Christophe Alain ou Jean-Pierre Martinez, qui sont des clairvoyants, et qui, de toute façon, nous disent, si vous voulez savoir qui vous êtes, regardez votre matière, c'est-à-dire cet extérieur. Parce qu'on peut se mentir, on a le conscient et l'inconscient. Donc forcément, depuis notre enfance, voire peut-être même d'un point de vue transgénérationnel, on est imprimé de cultures diverses et variées. Alors, culture d'un pays, culture d'un village, culture parentale, et puis on peut grandir comme ça après au niveau humain. Mais ce qui est intéressant à travers tous ces conditionnements, c'est qu'on peut se mentir. On peut penser être quelqu'un, mais ce n'est que l'apparence, ce n'est que la coquille, c'est le personnage. Nous sommes en train de jouer sur scène des personnages, mais je ne suis pas le personnage. Or, la plupart du temps, en tant qu'être humain, fait est de constater que nous pensons être le personnage. Et le but du jeu, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est de comprendre que je suis tout ce qui est. Ma matière ne me ment jamais. Vous voulez savoir qui vous êtes? Regardez ce qui vous arrive dans la vie. Regardez où vous vous abreuvez. Regardez comment vous vous nourrissez. À tout point de vue, spirituel, matériel, de ce que vous ingurgitez, etc. Comment vous le digérez. Ça parle de vous. Et donc de ce que vous êtes en essence. Et peut-être, s'il y a des zones d'ombre au niveau inconscient, certains schémas que vous ne voyez pas, regardez votre matière. Et elle ne ment pas, elle ne triche pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors selon toi, faut-il avoir le goût du néant pour aller chercher les réponses à nos questions? Est-il concevable pour toi de vivre sans inconnu devant soi? Ouais, je dois dire que là, tu as... Hein? Ouais, voilà. Alors c'est intéressant parce que cette question, Marc, elle fait écho à récemment ce que j'ai traversé intérieurement, sur la notion du néant. Ouais. C'est pourquoi on fait les choses. Oui, pour répéter la question. Faut-il avoir le goût du néant pour aller chercher les réponses à nos questions? Et est-il concevable pour toi de vivre sans inconnu devant soi? Avoir le goût du néant, je ne sais pas. En tout cas, chercher des réponses, oui. Est-ce que c'est pour combler ce néant? Peut-être. Et c'est peut-être ça aussi le chemin de la vie, c'est-à-dire qu'on veut donner un sens aux choses. D'où le fameux symbole, trouver un sens à ma vie, ma raison d'être. Pour ça, peut-être que si vraiment vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute de votre cœur et que vous écoutez ce qui vous anime, eh bien, vous allez vous mettre en mouvement. Et ça, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vous pousse parce que ça vous met en joie, limite, il n'y a pas de question à se poser. Mais une fois que vous avez effectué ce cheminement et que vous avez atteint l'objet de votre désir, ça ne s'arrête jamais. Hein. Après, il y a autre chose. Et c'est peut-être, une fois que vous êtes arrivé au sommet, le temps que le deuil se fasse, parce que tout est mort et renaissance dans cette vie. Hein. Tout est changement. Et peut-être en regardant en arrière, c'est de comprendre qu'est-ce qui réellement, d'une manière sous-jacente, vous a poussé à vous mettre en action pour réaliser telle ou telle chose. Et on peut peut-être effectivement se dire que je suis parti avec une intention qui était, entre guillemets, enrobée d'une coloration chevaleresque, beau, glorieux, quelque chose qui pourrait paraître blanc. Et puis une fois que vous êtes arrivé à
à cet objectif, et qu'un certain laps de temps de digestion, donc de deuil, vous permet de regarder en arrière, et puis de voir, parce que vous avez grandi, vous avez maturé, de voir qu'en fait, bah non, derrière, il y avait quelque chose de moins blanc que ça, qui était un peu plus sombre. Et sombre, qu'on soit d'accord, hein, l'ombre et la lumière dans la matière sont indissociables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est comme le positif, le négatif, le bien, le mal, ce n'est que des connotations, des étiquettes de jugement. Mais l'un ne peut pas exister sans l'autre, qu'on soit bien raccord là-dessus. Le yin, le yang, le masculin, le féminin, l'électrique, le magnétisme, etc. Donc, concernant le néant, je peux par exemple mentionner pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le domaine radiophonique, pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai perdu mon père l'année dernière, août 2017. Et quelque part, l'empreinte de la souffrance initiale que j'ai pu avoir en tant qu'enfant m'a permis de me lancer dans une direction. Et cette direction que j'ai eue d'une manière inconsciente quand j'étais gamin, c'est de voir mon père malheureux. Je l'ai toujours vu d'une manière générale malheureux. Il avait beau être directeur commercial, bien gagner sa vie, j'ai jamais manqué de rien, etc. Mais mon père était triste. Il était blasé de la vie. Il avait beaucoup de colère en lui. Et voilà. Et en voyant cette souffrance-là, et je vous dis ça avec le recul, hein, je m'étais dit peut-être, voilà, je vais faire en sorte de guérir mon père ou de lui permettre d'être plus heureux. Et j'ai pris le contre-pied. J'ai voulu lui montrer qu'on pouvait être heureux sans rien posséder, sans argent et juste en faisant ce qu'on aime. Mon père était un passionné de cuisine, il aurait pu avoir un restaurant, il était, quand j'allais manger à la table de mes parents, c'était comme si j'allais manger dans un 3 ou 4 étoiles. C'était magnifique. Il a toujours eu ce rêve-là, mais il n'est jamais passé à l'action. Il a préféré la sécurité, d'être un salarié et d'avoir une sécurité classique. Et pourquoi pas, c'était baby boomer, l'après-guerre, c'est une autre mentalité, une autre génération, et voilà. Et en tout cas, pour ma part, j'ai voulu inconsciemment penser la souffrance de mon père et lui montrer qu'on pouvait être heureux comme ça. Bref, ça fait qu'on ne s'est jamais vraiment compris tous les deux. Et si j'ai voulu faire la radio, bah c'est pareil. C'est-à-dire que je voyais la souffrance du monde. Et étant enfant, j'avais une très très grande sensibilité et la souffrance d'autrui me touchait profondément. Et j'allais spontanément vers ceux qui étaient rejetés, les faibles, dits faibles, ceux qui étaient des victimes, entre guillemets. Voilà. Alors, il y avait un côté peut-être sauveur chez moi. Quand j'ai grandi, j'ai fait des études, je me suis dit, tiens, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider l'humanité? Parce que c'était profondément ancré en moi. La première fois où j'ai pris conscience de la misère du monde, c'est il y avait mes parents qui étaient en train de manger devant la télévision. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Et je suis tombé devant une émission. À l'époque, c'était la famine en Éthiopie. Et on voyait un gamin avec des mouches partout, maigre comme ça, un bic comme ça. Et j'ai vu ça, et je prenais conscience de ce qui se passait dans le monde, et je me suis mis à chialer. Et mon père, pourquoi tu gueules, tu pleures, ça sert à rien, la misère, blablabla. Et je lui avais dit, mais quand je serai grand, j'œuvrerai de façon à ce que ça n'existe plus. Et j'ai pensé peut-être à un moment donné partir à l'autre bout du monde pour œuvrer dans ce sens-là. Seulement la question était de savoir peut-être, est-ce que c'est réellement ma place? Est-ce que c'est quelque chose qui a le mérite d'être le plus efficient possible si jamais je vais en Afrique et que je vais aider les Africains à creuser des puits ou autre? Peut-être, j'en sais rien. Mais j'avais conscience que ma principale qualité, c'était l'écoute. Et pour être intervieweur, une écoute, à mon sens, est indispensable. Surtout si on veut être un bon intervieweur, il s'agit d'écouter l'autre. Parce que là, on a vraiment matière pour pouvoir poser les bonnes questions. Donc, je me suis orienté petit à petit vers la radio. Et ce que je souhaitais, finalement, c'était quelque part guérir le monde de cette souffrance. Il y a quelque chose qui m'était insupportable, c'était de constater à quel point l'être humain a besoin de se faire mal pour changer. C'est souvent quand on est au pied du mur. On sait toujours ce qui est bon pour nous. On a tous, en début d'année, tiens, je vais arrêter de fumer, tiens, je vais maigrir, tiens, je vais faire ci, les bonnes résolutions. Mais combien d'entre nous réellement passent à l'action? Vous allez voir des gens, des thérapeutes divers et variés, pour qu'ils vous disent ce que vous devez faire.
Mais vous le savez, tout le monde sait ce qui est bon pour soi. Mais ce qui est incroyable, c'est pourquoi on ne le fait pas, alors qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et j'ai fait en sorte, à travers ces émissions de radio, de pouvoir donner des clés de compréhension de qui est l'être humain, ce que nous sommes en essence, sa place dans la société, et de pouvoir faire en sorte de faire ces différents ponts pour amener à une sorte d'avènement, de prise de conscience, parce que vous voyez un peu le résultat à l'heure actuelle, ce qui se passe sur Terre, tant écologique, économique, politique, spirituel, on ne serait pas loin de se dire c'est la fin des haricots, les carottes sont cuites. Et pour moi, j'avais ce désir-là d'éveiller le plus possible l'humanité à ce qu'elle est pour éviter ce fameux mur. Voilà. Et donc, quelque part, il y avait cette notion de faire ce que j'ai fait parce qu'il y avait cette blessure initiale. Et on en a tous une, tous, voire plusieurs. Et puis là, récemment, je me suis dit, les carottes sont cuites réellement. Ça sert strictement à rien. Le chaos, on va l'avoir. Et l'être humain, c'est pas du miel qu'il va avoir. Parce que la récolte va arriver et que ça va être assez amer. Lorsqu'il y a eu les premiers attentats le 7 janvier à Charlie Hebdo, c'était le mercredi 7 janvier, le vendredi soir, je faisais une antenne libre, j'en ai chialé de voir à quel point, encore une fois, l'être humain est obligé d'arriver à des extrêmes pour se décider à bouger ses fesses et à changer et à associer les pensées à l'action. Et qu'on n'est pas obligé. Et s'il s'agit d'être aidé pour mettre en œuvre ce changement, il y a des coachs divers et variés. Vous avez envie de changer votre code alimentaire, eh bien, vous allez voir une naturopathe, une nutritionniste, j'en sais rien. Vous avez envie de perdre du poids, vous allez voir un coach sportif. Bref, il y a des gens ici dans l'assistance, chacun a une spécificité, a un don, un talent, et qui peut offrir à l'autre, qui ne sait pas forcément comment faire. Et de surcroît, on a besoin d'être encouragé. C'est comme pour arrêter de fumer. C'est plus préférable d'avoir quelqu'un qui vous aide en disant « Courage, vas-y, je suis avec toi, tiens bon, accroche-toi ». Être aidé, voilà, mais savoir recevoir de l'aide, c'est dur. On est dans une société tellement individualiste qu'on se dit je vais faire tout seul. Ouais, c'est plus facile de donner, mais recevoir, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. Recevoir l'aide d'autrui et dire là, je vais pas bien. Non, là, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu veux m'aider? C'est dur de savoir dire et demander, de dire et reconnaître que là, je suis faible. Là, je vais pas bien. Mais sans rentrer dans l'excès, encore une fois, il y a juste un juste milieu, parce que c'est clair que si vous connaissez quelqu'un depuis 10 ans et que cette personne est tout le temps en train de se plaindre, vous n'allez plus la voir au bout d'un moment, parce que vous servez, vous, de poubelle pour cette personne. Mais l'aider réellement, c'est une première écoute, à savoir quels sont tes besoins. Et puis après, dans un second temps, c'est de lui amener les outils pour qu'elle sorte de son marasme ou de là où elle en est. Donc voilà, il y a différentes phases dans le processus. Mais si la personne est de bonne volonté et qu'elle est encouragée et qu'on lui donne les outils, les moyens, et que vous la voyez faire ce qu'il faut, super, tant mieux. Donc ce néant dont on parle, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'est parce que j'étais dans l'attente de quelque chose. Si j'avais fait la radio, c'était dans l'attente que les êtres humains se réveillent et puis qu'on évite le pire. Parce que c'était ça, la souffrance, mais quelque chose d'assez insupportable, quoi. Et notamment d'avoir le mauvais rôle, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je vois, que je rencontre, qui ont besoin d'un bon coup de pied au cul, et c'est malheureux d'avoir à donner le coup de pied au cul. C'est malheureux. Et notamment pour ceux et celles d'entre vous qui ont des enfants, regardez les jeunes d'aujourd'hui, quoi, les enfants rois. Ils ont 11 ans, ils se parlent, il faut voir comment, ils ont les nouvelles technologies, c'est tout le monde est... Je ne comprends pas qu'est-ce que font les parents. Moi, je ne comprends pas. Alors, sous prétexte d'être un bon parent, il faut laisser tout faire à tout le monde. Laisser faire, voilà. Il faut laisser faire les enfants, il faut laisser faire le voisin, il faut laisser faire tout le monde. Non, il y a des limites, il y a un cadre à poser. Et si vous avez vu le film Fight Club, il y a un élément qui est essentiel dans ce film, c'est justement la capacité qu'on a à vouloir refuser le combat. Parce qu'on a peur de faire ce qu'il y a à faire, peur d'avoir le mauvais rôle, peur de sortir de nos conditionnements. C'est sûr que si vous pensez de vous-même que vous êtes une belle personne et une bonne personne et que vous n'avez pas envie de passer
en ayant le mauvais rôle par celui qui est le méchant ou la méchante auprès de votre petit-fils, de votre enfant ou de votre conjoint. Ah oui, hein, il est hors de question que je perde l'amour de mon conjoint. Donc je vais paraître celui qui est le plus gentil, etc. Ouais, bah alors là, dans ce cas-là, c'est laisser la porte ouverte aux pervers narcissiques, aux abus divers et variés. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc de se rendre compte que, pour ma part, que j'ai fait ça pour ça, de me rendre compte que je voulais faire en sorte de, entre guillemets, sauver l'humanité ou d'éviter qu'elle arrive à un paroxysme. Voilà. Et je me suis retrouvé, il y a quelque temps, à faire un rêve, la semaine dernière, pour vous dire, à 4 heures du mat, réveillé, une angoisse. Et là, c'était vraiment le néant. Le rêve en lui-même, je ne vous raconte pas les détails, mais ce qui est important de mentionner, c'était « Laurent, tu n'as plus foi en toi parce que tu n'as plus foi en l'humanité. » Et un vide béant. Et quand je parle de vide béant, j'entends vraiment ce néant, c'est-à-dire ce vide qui bouffe et qui ne cherche qu'à tuer et détruire la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à projeter. C'est horrible. Ce vide et ce néant, c'est horrible. À ce moment-là, j'ai appelé l'archange Michael et Yeshua, Jésus, pour qu'ils viennent m'aider, parce que ce vide-là, j'en voulais pas. Hein. C'était horrible. Et je me suis senti un peu mieux dans les secondes qui ont suivi. Et si j'ai eu cette prise de conscience-là, c'était parce que j'avais quelque chose à comprendre de ma manière de fonctionner. Et peut-être de me dire, même si je le sais, et on le sait plus ou moins tous, à savoir ce que vous donnez, ce que vous faites pour les autres, en fait, c'est jamais réellement pour les autres que vous le faites. C'est toujours pour soi qu'on le fait. Au fond du fond, hein, c'est pour soi. Et généralement, on attend quelque chose en faisant ou en donnant quelque chose à quelqu'un. C'est jamais gratuit réellement. Et là où réellement c'est gratuit, c'est de ne rien attendre du tout en retour. Et moi, ce désespoir, il venait du fait que j'attendais un retour. Et ce retour, c'était que l'être humain va prendre conscience, il va arrêter la machine infernale, on va aller vers quelque chose de plus épanouissant, on va éviter la souffrance. Et de me dire, bah non, on y va. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est moi, dans mon quotidien, comment, alors que j'ai toujours fonctionné comme ça jusqu'à maintenant, trouver un sens à ma vie. Puisque tout ce que j'ai fait, c'était basé là-dessus, c'était un pilier. Et de revenir peut-être à des choses simples. Et de revenir à cet essentiel, de revenir à... je le fais pour moi, juste pour moi, Et quelque part, en le faisant pour vous, mais intrinsèquement et profondément, vous le faites pour la vie. Donc c'est que des couches à enlever petit à petit. Donc le néant, je ne sais pas, mais la vie de toute façon nous amène à prendre ces prises de conscience petit à petit. Hein. C'est clair.